Télérama, Cercle Polar, les dessous du roman noir. Bonjour et bienvenue dans le Cercle Polar. Bonjour Christine. Bonjour Michel. Alors on va parler de 3 livres comme d'habitude cette semaine. Est-ce que vous avez eu le temps de les lire, Christine? De la première à la dernière page, je les ai lus, j'ai pris des magnifique. notes, je suis admirable. J'espère que vous pouvez dire la même chose. Mais une fois n'est pas coutume. Alors on va parler donc de 3 livres qui vont nous faire voyager aux 4 coins du monde. On va commencer par un roman français d'un auteur qu'on ne connaissait pas encore. On va parler Alexandre Civico, mais qui en fait situe son action dans le sud des États-Unis. Ça s'appelle Atmore, Alabama, et ça paraît dans la collection Actes Noirs chez Actes Sud. Ensuite, c'est vous qui nous le présenterez, Christine. Ah oui, il faut bien que vous fassiez un peu quelque chose. On voyage vers l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, voilà. L'agence de Mike Nichols, son nouveau roman qui est paru tout récemment en série noire chez Gallimard. Et puis enfin, on va revenir. Alors, on est fan depuis longtemps c'est un peu notre vieil ami, notre vieux cousin Arnaldur. Ouais, il devient vraiment un classique du roman noir, Arnaldur Indridason, qui publie Les Roses de la nuit chez Métellier. Alors, on commence par Alexandre Civico. Commençons par un petit inconnu. Ça, c'est oui, une très alors bonne en fait, idée. il n'est pas complètement inconnu parce qu'il avait déjà publié 2 romans. La Terre sous les ongles en 2015 et puis La peau, l'écorce en 2017. C'était chez Rivage. Alors, en fait, il travaille dans l'édition. Il a été agent littéraire. Il a été éditeur chez Naïve. Maintenant, il fait partie du collectif Inculte et il est éditeur chez Inculte. Et donc, il publie ce roman noir, Atmore, Alabama. Alors, d'un mot, on est donc évidemment, là le titre indique tout de suite les choses, on est dans le sud profond des États-Unis, c'est une petite ville de redneck, disons. Oui. Il y a un grand casino, par contre un immense casino, une immense prison aussi, hein. La ville est prise entre ces deux immenses bâtiments. Il y a des bars, mais en fait c'est l'Amérique rurale, c'est l'Amérique des gens qui aiment bien les armes, c'est l'Amérique des gens qui sont banalement machistes et banalement racistes. C'est une Amérique voilà, en déclin, déliquescente, qui se perd, et c'est un très beau portrait qu'il en fait. Et alors, en fait, au début, il y a un Français qui arrive, il vient directement à Atmore, donc on se demande pourquoi, qu'est-ce qu'il vient faire. On va le savoir petit à petit. Il a vécu un drame personnel, il a tout perdu, mais il paraît extrêmement déterminé dès le début, et notamment, il semble très attiré par la prison dont je parlais, et en particulier par un homme qui est enfermé dans cette prison, dans le couloir de la mort. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, Christine? Alors, ça fait très peur, hein, un livre d'un Français qui vient dans une Amérique profonde, des rednecks, comme vous le dites, mais très vite. Moi, j'ai été fascinée par ce livre, très court. Et j'ai été fascinée parce qu'il y a d'abord une écriture obsédante, mais en même temps pleine d'économie. Et donc, ces phrases sont... on rentre dans cette histoire-là. Il y a quelque chose de très claustrophobique aussi dans l'histoire, entre étouffant. Les bars, cette ville qui est toute fermée, cette prison qui est à 2 pas, ce personnage et ceux qui sont autour. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une réussite parce que c'est un hommage à la littérature américaine, enfin de l'Amérique du Sud, comme ça, très blanche et assez antipathique. Et il s'en sort très bien parce qu'à aucun moment il n'essaye de raconter une histoire complètement différente. Il rentre dans ses obsessions américaines et il le réussit bien. Mais vraiment, c'est surtout l'écriture qui m'a beaucoup plu parce que cette histoire, bon, il y a un fil qui est très tendu comme ça jusqu'à la dernière page où il y a surprise et métamorphose. Mais on est pris par ce livre et je pense que le fait qu'il soit court ajoute encore à cette obsession et à ce talent que Alexandre Civico a pour raconter finalement une vie de petits, une vie de gens enfermés dans leur monde, dans leur tristesse, dans le fait qu'ils ne quitteront jamais Atmore et pour des raisons qui seront expliquées peu à peu.
Oui, et alors il y a trois personnages de femmes dans ce roman remarquables. Qui sont remarquables, oui, et qui d'une certaine manière le maintiennent, entre cet homme dont on a parlé, le héros du livre, si héros entre guillemets, et la vie. Ça c'est vraiment magnifique. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que c'est d'abord l'écriture, c'est magnifiquement écrit, c'est à la fois réaliste et très poétique, c'est très sec. C'est tranchant aussi à certains moments, et en fait ça exprime bien, je trouve, la contradiction qu'il y a dans le livre entre la violence extrême de ce que cet homme a vécu, la violence du monde, de ce monde en déliquescence qu'il décrit, et aussi la tendresse et aussi la fragilité des êtres, et notamment à travers ces personnages féminins. Tout à fait. Et par moments je me disais même, je ne sais pas très bien comment il est arrivé à faire de ce livre quelque chose de très poétique en étant aussi glaçant et tranchant. Et c'est justement ce mélange des deux qui fait que ce livre est assez... on ne l'oublie pas et il reste en tête après la lecture. C'est pas une lecture comme ça, vraiment. Tout à fait d'accord. C'est très pénétrant, en fait. Et alors, il y a une construction qui m'a beaucoup intéressée, parce qu'en fait, il y a une sorte de double décompte, puisqu'on a les jours qu'il passe à Atmore, donc jour 1, jour 2, jour 3, et qui permettent petit à petit de découvrir pourquoi il est là, pourquoi il est venu là. Et puis, il y a, d'une certaine manière, l'aboutissement, le dernier jour, avec là les heures, donc 8 heures, 9 heures, 10 heures. Et on reste... dans l'étrange pendant très longtemps. Il parvient à nous tenir à un fil pratiquement jusqu'à la dernière minute. C'est ça aussi. C'est une construction extrêmement intéressante. C'est pas qu'une écriture, c'est aussi une construction. Mais très... on a l'impression aussi qu'il y a un hommage à une littérature américaine qu'il aime et qu'il sait très bien rendre de façon... très respectueuse aussi. Et au roman noir américain, à l'évidence. Alors donc voilà, c'est un auteur, je crois, qu'il va falloir surveiller de près, parce que là, il a réussi, une espèce d'impeccable trajectoire tragique. C'est agréable de découvrir de nouveaux auteurs. Voilà, en tous les cas, on vous recommande vraiment la lecture, cette découverte-là. Alexandre Civico, Atmore, Alabama, qui paraît dans la collection Actes Noirs chez Actes Sud. Et maintenant, c'est vous qui travaillez, Christine, et qui nous présentez le nouveau Mike Nichol que vous adorez, qui est votre petit chéri, etc., etc. En fait, Mike Nichol, donc, il est d'Afrique du Sud, il écrit en anglais et non pas en afrikaner comme son camarade Deon Meyer, qu'on aime aussi beaucoup pour des raisons un peu différentes. Il est né au Cap. Moi, je me souviens de l'avoir lu au départ avec La Dette en 2013. C'était chez Ombre Noire, donc une maison d'édition assez secrète, assez modeste, mais talentueuse. Et puis après, il y a eu Powerplay qui est bien plus tard, parce qu'en fait, je crois qu'il en est à son 7e polar. Il a écrit aussi des romans qui n'étaient pas des romans policiers. C'est un journaliste aussi, donc il a toujours mêlé les deux. Et d'ailleurs, il a écrit 2 livres sur Nelson Mandela. Une biographie autorisée. Il le connaît, il connaît ses défauts aussi, ce qui est intéressant. Il a écrit des essais aussi. Et vraiment, c'est quelqu'un d'assez complet. Mais quand il est dans le roman noir, comme L'Agence, qui est un peu un roman d'espionnage et un roman de dénonciation, puisque Jacob Zumba est très présent dans Oui, à l'évidence, cette le personnage histoire, qui met en scène, c'est Jacob Zuma. Et il y a un duo assez typique avec Vicky, qui est à la fois une espionne et puis une avocate, et puis Fish, qui est un surfeur et un détective. Donc il y a ces 2 personnages qui sont des personnages récurrents. On les a vus dans d'autres livres, on les verra dans d'autres ensuite, il l'a expliqué. Et puis surtout, c'est un livre de dénonciation d'un pouvoir corrompu. Et en fait, Mike Nichol, à travers le roman noir et le roman d'espionnage, est quelqu'un qui est en train de raconter l'histoire de l'Afrique du Sud avec ses corruptions, ses déceptions, cette nation arc-en-ciel qui n'est pas aussi réussie que ça, et loin de là. Et je trouve que c'est une forme de contre-histoire en fait qu'il écrit. Oui, et face à un Deon Meyer qui est un garçon plus
plus optimiste, plus positif sur l'Afrique du Sud, Mike Nichol est quelqu'un qui serre les poings et qui a envie de raconter l'histoire du pays à travers justement cette corruption, cet espionnage et une écriture hyper nerveuse qui change de livre en livre. Parce que dans ce livre-là, on sent bien que c'est une écriture qui va avec l'histoire, c'est-à-dire que ça va très très vite et c'est hyper violent, mais c'est une violence presque souterraine et qui est assez intéressante. Alors, j'ai laissé paraître mes sentiments, Michel, je l'avoue. Oui, oui. Mais j'aimerais savoir vous avez essayé ce de que les vous cacher, avez pensé de l'agence de Mike Nichol. Et je pense, je ne peux pas penser que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je ne peux pas. Bah, je suis par principe toujours d'accord avec vous. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai trouvé que c'était remarquable. Vraiment, comment dire ça? Il y a une espèce de... On se régale, en fait, à lire, alors que ce qu'il raconte est absolument épouvantable. C'est vrai que c'est directement inspiré de la réalité. Et donc, le personnage, parce que l'agence, en fait, ce sont les services secrets sud-africains qui sont totalement utilisés par le président pour ses besoins personnels, ses intérêts privés. C'est un jeu. Il n'y a aucun contrôle sur cette agence, aucun contrôle parlementaire. Voilà. C'est formidable. Donc, c'est un roman d'espionnage, c'est un roman noir. C'est la réalité, parce qu'effectivement, ce président, c'est à l'évidence le président Jacob Zuma, qui était à la tête de l'Afrique du Sud encore il n'y a pas longtemps. Il est parti en 2018, il était là depuis 2009. Qui a peut-être inventé le mot corruption. Oh là, c'est infernal ce qu'il raconte. Et il confond absolument les intérêts privés avec ceux du pays. Les histoires dans le palais, c'est fabuleux. Mais alors justement, femmes, tout ça. Alors on voit son fils qui est peut-être encore pire que lui. En fait, ce que j'ai trouvé, peut-être ce qui m'a parce que bon, c'est intéressant évidemment sur le fond, très intéressant même, mais c'est le ton. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une causticité, il y a un regard piquant et c'est drôle. Et en fait, c'est affreusement drôle. C'est très drôle. C'est affreusement. Et en fait, Mike Nichol est un satiriste vraiment de grande qualité, de vraiment top niveau. Tout à fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et donc voilà, je me suis régalé. Et puis il y a quelque chose que j'ai bien aimé, moi, parce que c'est vrai que j'aime bien le roman d'espionnage classique, John le Carré en particulier. Et il se trouve qu'à un moment, parce que ça se passe dans le bunker du président, parce que c'est le palais présidentiel, une sorte de bunker, il y a le Cap, bien sûr, et puis il y a Berlin. Oui, voilà. C'est un hommage vraiment au grand roman d'espionnage de l'époque de la guerre froide. Oui, c'est vrai, et ça, c'est très beau, parce que on sent bien qu'il tient bien la bride. Il y a ce côté, effectivement, je veux raconter une Afrique du Sud qui n'est pas celle que des apparences, et en même temps, je veux rendre un hommage au grand roman d'espionnage et raconter à travers des personnages qui sont un peu typiques, détectives, avocates. Ça, c'est aussi beaucoup d'intelligence et de plaisir. C'est un lecteur aussi, Mike Nichol. C'est un journaliste, un écrivain, c'est un lecteur. Alors, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'actions en parallèle, il y a beaucoup mais de femmes, on le suit très bien. C'est terrible, il y a un mépris de la femme qu'on jette. C'est vraiment un livre passionnant. Et puis, effectivement, cette Afrique du Sud, finalement, romanesque, elle devient de plus en plus intéressante. Parce qu'on a eu Roger Smith, Mike Nichol, Deon Meyer, et chacun se sert du roman noir pour raconter ce pays sous différents angles, et c'est intéressant aussi. Oui, oui. Donc, vous recommandez alors? Un peu, oui. C'est clair. Donc, Mike Nichol, l'agence, c'est traduit de l'anglais donc par Jean Hesch, c'est très bien traduit. Alors, on peut peut-être dire un mot, c'est que Mike Nichol, dans la version anglaise, j'imagine, parce que là, on le retrouve dans la version française, joue du métissage des langues de l'Afrique du Sud. Donc, il y a l'anglais, mais il y a aussi le zoulou, il y a d'autres langues, l'afrikaans aussi. Et à la fin, l'éditeur a eu l'idée de mettre un glossaire en fait des termes africains, ces zoulous et autres. Et ça, c'est très intéressant parce que ça donne aussi à la langue quelque chose de très savoureux. Mais ils l'ont fait également pour Deon Meyer chaque fois. C'est intéressant justement pour voir à quel point c'est un pays de métissage. Voilà. Donc un deuxième livre qu'on vous recommande, et puis dans la foulée, pendant qu'on y est, un troisième. Oui. C'est donc le roman qui vient d'être traduit en français, le nouveau de Arnaldur Indridason, Les Roses de la nuit, qui paraît chez Métellier. Alors,
Ah, le nouveau. Alors voilà, parce qu'en fait, il a été publié en Islande en 1998, c'est-à-dire que ça fait 21 ans. Et il se trouve que, en fait, en France, à partir de 2005, on a traduit, Anne-Marie Métellier a traduit Indridason en commençant par La Cité des Jarres. Mais il y en avait eu 2 avant. Qui était formidable. Ah, La Cité des Jarres, ça a été une révélation pour nous tous. Ouais. Vraiment, c'était formidable. Ah, c'est oui, vrai. oui. Et alors, il y en avait 2 avant. Les Fils de la Poussière, c'est ça, je crois, le premier qui a été traduit l'année dernière. Et là, c'est le second, c'est donc juste avant La Cité des Jarres, Les Roses de la Nuit. Et évidemment, dans ce cas-là, on peut toujours se poser la question de pourquoi ça n'avait pas été traduit. Est-ce que c'est un fond de tiroir parce qu'il c'est n'était pas pas si bien encore que ça, préparé. etc. Et donc voilà. Alors, je vais vous demander justement ce que vous en avez pensé. Juste d'un mot. Je me tais. Je vais essayer de faire le pitch. Je me retiens. Non. Oui, là, je crois qu'on a déjà compris. Mais... Juste, alors en fait, au départ du livre, c'est vraiment un roman policier. Alors c'est dès la première phrase. On découvre le corps nu d'une très jeune fille dans un cimetière à Reykjavik sur la tombe d'un homme politique du 19e siècle qui a été un des artisans de l'indépendance de l'Islande, parce qu'à l'époque, l'Islande faisait partie du royaume du Danemark. Voilà. On a déjà tout Arnaldur Indridason dans cette phrase. C'est incroyable. L'histoire, la tradition, l'indépendance du pays, le cimetière. Et voilà. Et donc, cette jeune fille, en fait, on va très vite apprendre. Alors, c'est donc Erlendur, comme d'habitude, avec ses acolytes habituels. Avec sa famille. Avec sa famille, qui va mener l'enquête. Et on va s'apercevoir que cette jeune fille, en fait, avait beaucoup de problèmes. Elle se droguait, elle trafiquait même. Et puis, elle se prostituait. Et donc, on va avoir, comme d'habitude, beaucoup de... Comment dire, parce que c'est vrai que c'est une marque de fabrique d'Arnaldur Indridason. Il s'intéresse aux laissés pour compte, aux paumés, aux gens qui sont sur le bord et en difficulté. Il a d'ailleurs déjà dans ce roman-là beaucoup de soucis avec ses enfants. Oui, avec sa fille en particulier. Notamment qui se drogue, droguée, oui. Voilà, mais qui va l'aider là dans cette enquête. Et puis on va aller aussi pas mal dans les milieux de la spéculation immobilière. Alors là, on ne peut pas vous dire pourquoi, ça serait dommage. Donc parce voilà. Que c'est un livre assez court. Alors, est-ce que c'est un fond de tiroir ou est-ce que c'est un bon roman, Christine? Eh bien, je pense que dès la première ligne, on sent que tout Arnaldur Indridason est là. Et c'est loin d'être un fond de tiroir. Peut-être que La Cité des Jarres, c'était justifié de le publier en premier, parce que c'est un livre vraiment exceptionnel. Ouais. Mais ce n'est pas du tout un fond de tiroir. Effectivement, il y a ce côté fascinant d'Arnaldur Indridason de raconter les laissés pour compte, d'aller voir du côté des petits, d'aller raconter une société qui est d'injustice. Donc ça, c'est là. C'est aussi de montrer à quel point ce pays, il n'y a pas beaucoup de monde et que tout le monde un peu se connaît et que quelqu'un qui meurt dans un cimetière, ça ne peut pas être... un hasard, c'est toujours quelqu'un que quelqu'un a connu et j'aime beaucoup cette idée effectivement qu'ils sont peu nombreux en Islande et on le redécouvre à chaque fois avec ce livre-là. Il y a cette idée du temps aussi, du soleil de minuit, du fait qu'on dorme mal, qu'on cherche à s'endormir en mettant un masque pour essayer d'oublier cette nuit qui ne vient jamais. Et puis ce héros d'Erlendur qu'on redécouvre avec un certain humour. Parce que c'est vrai que je me demande si Arnaldur Indridason n'est pas devenu hyper sérieux en vieillissant. Et que cet humour qu'il y a ici, il l'a un peu perdu parce qu'il avait beaucoup de choses à dire qui étaient peut-être plus graves. Il est moins grave dans ce livre, même si ce qu'il raconte est terrible. Et cet humour d'Erlendur, ses histoires avec son ex-femme qui lui pourrit la vie, ses enfants qui lui en veulent mais qui finalement s'entendent pas si mal avec lui, et ses histoires avec ses collègues. Mais on est là, on se dit, ah voilà. En fait, moi, j'ai eu un immense plaisir parce que j'ai eu l'impression de retrouver Indridason dans tout ce que je préfère, de rajeunir avec lui dans ce livre et d'avoir un immense plaisir de lecture. Ouais. Bah écoutez, moi c'est pareil. C'est comment dire ça? C'est quand même une sacrée performance de la part d'Indridason d'avoir réussi à
à faire, comment dire, en Islande du roman noir. Et finalement, lui, aujourd'hui, c'est une des grandes figures du roman noir dans le monde entier. Alors qu'en fait, au départ, en Islande, il n'y avait aucune tradition du policier. D'ailleurs, il y avait très peu de crimes, comme vous l'avez dit. Ils étaient tous à l'américaine. C'est vrai, alors, il a d'ailleurs... Ou du Simon. Voilà, donc il a fait toute une école, parce que maintenant, il y a des jeunes auteurs qui écrivent du polar en Islande. Mais ça c'est remarquable. Et puis moi, je suis infiniment touché par le personnage d'Erlendur depuis le début, et là on le trouve déjà. Il n'y a pas encore tout, mais tous les éléments y sont, cette espèce d'ours fragile, son regard sur le monde, cette mélancolie qui trimballe en permanence. Cette empathie qu'il a vis-à-vis des malheureux, voilà. C'est vraiment bien pour ça. Et puis alors, au total, vous l'avez dit, c'est vrai que plus tard, je pense que si on veut avoir une idée de l'évolution de l'Islande au XXe siècle et au début du XXIe, l'œuvre d'Indridason sera formidable. Oui. Parce qu'en fait, il traite l'histoire, l'économie, le social, la politique de son pays de manière extraordinaire. Et là, on a à nouveau cette société qui était avant une société de paysans, de pêcheurs, donc plutôt des gens pauvres, une vie rude, etc. Et qui d'un seul coup a explosé économiquement, la mondialisation aidant, c'est un des pays les plus riches du monde aujourd'hui, et surtout, tout s'est urbanisé, c'est-à-dire que tout s'est dépeuplé, tout le monde est venu, il y a presque la moitié des habitants d'Islande qui vivent à Reykjavik. C'est ce qu'il dit sur les pêcheurs est formidable, parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier aussi, ce pays de pêcheurs, où la morue est quand même le fondement de cette société. Et ce qui montre, alors moi j'avoue que je ne savais pas ça du tout, enfin bien sûr les histoires de quotas de pêche, on le sait, parce que de toute façon c'était nécessaire, puisqu'il faut garder les réserves de poissons. Donc en Islande, il y a bien sûr des quotas de pêche, mais ce que je ne savais pas, c'est que ce qui s'est passé, ce qu'il raconte dans le détail, c'est que en fait, avec les quotas, les pêcheurs étaient autorisés à transmettre leurs quotas de pêche. Donc, un bateau avait tel quota. Bon, ils pouvaient les transmettre, ils pouvaient le vendre aussi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a des investisseurs qui n'avaient rien à voir avec le monde de la pêche, etc. En fait, des gens dans les affaires et des gens dans les villes qui ont acheté les quotas de pêche, qui ont donné lieu à une spéculation d'ailleurs infernale. Et il se trouve que de ce fait, les pêcheurs ensuite ont été ruinés, ils sont venus s'installer à Reykjavik, ça a complètement dépeuplé les ports. Là, il donne l'exemple de l'Ouest, mais donc ça c'est passionnant. En fait. Et c'est drôle parce que finalement, McNichol et Arnaldur Indridason n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre, mais chacun à leur manière, à travers le roman noir, ils sont en train de nous raconter l'évolution d'une société et à travers la fiction, une fiction policière. Et ça montre à quel point le roman noir, le roman policier est essentiel dans la façon de regarder la société et non pas de la juger, mais de l'expliquer à travers la fiction. En fait, la critique sociale, elle est beaucoup dans le roman noir aujourd'hui. Bon, on est d'accord là aussi. Mais oui. Hein, mais comme vous avez de la chance de lire tous ces livres, si vous l'avez pas c'est vrai que ceux qui ne l'ont pas encore lu ont beaucoup de chance, parce que c'est un vrai plaisir de lecture. Les Roses de la nuit d'Arnaldur Indridason. Alors, c'est traduit très bien, comme d'habitude, par Éric Bourri. Oui. Voilà, et ça paraît... un vrai génie de la traduction. Oui, voilà. Et ça paraît chez Métellier comme Noir, toujours. voilà, comme d'habitude. Eh bien voilà, vous avez de quoi lire tranquillement. Peut-être, par exemple, pendant les vacances, les fêtes de fin d'année, c'est pas mal sous la couette de lire des polars. Ça change un peu. Vous êtes en train de rêver, là. Oui. Bon, puis nous, on va les... Bah oui, il va falloir en lire d'autres, Christine, c'est ce qu'on disait au début. On va acheter une couette et puis on va les lire. Bon, merci Christine. Au revoir. Et à très bientôt. Bye bye. Télérama. Cercle polar. Les dessous du roman noir.